7 décennies après la découverte des manuscrits de la mer Morte, environ 80 nouveaux fragments de ces textes anciens ont été révélés au public. Des portions des manuscrits de la mer Morte sont exposées au Musée de la Bible de Washington, levant ainsi tout mystère et accessibles à tous. Pendant 70 ans, les manuscrits de la mer Morte ont gardé un secret que personne n'avait songé à percer. La question que tous se posaient était toujours la même que disent ces textes. De génération en génération, les érudits étaient persuadés que c'était la seule question qui valait la peine d'être posée. Personne ne s'est soucié de l'autre. De quoi sont-ils faits? Puis, dans un laboratoire de l'Université de Tel Aviv, un biologiste moléculaire nommé Oded Rechavi a extrait du matériel génétique ancien de la poussière collectée à partir d'un seul fragment, a effectué le séquençage et s'est arrêté net. L'animal dont la peau a servi à confectionner ce morceau de parchemin n'aurait pas pu vivre à proximité de la grotte où elle a été découverte. Pas pendant une saison, pas même un seul jour. Et ce résultat improbable allait bouleverser tout ce que les érudits croyaient savoir des manuscrits les plus célèbres au monde. Voici un échantillon d'un des rouleaux majeurs. Nous en possédons 5 remarquablement bien conservés, compte tenu de leur provenance d'une grotte. Pour comprendre pourquoi ce résultat était si important, il faut remonter au point de départ sur une colline surplombant la mer Morte et à un berger qui ignorait qu'il était sur le point de changer le cours de l'histoire. Une pierre jetée dans l'obscurité. En 1947, un jeune berger bédouin nommé Muhammad Eddib, à la recherche d'une chèvre égarée, lança une pierre dans une grotte près des rives de la mer Morte. Il entendit un bruit de fracas. Intrigué, il y pénétra et découvrit d'anciennes jarres d'argile scellées depuis des siècles contenant des rouleaux de cuir soigneusement enveloppés de lin. Il était loin de se douter de ce qu'il avait mis au jour. Personne d'autre non plus. Pas encore. Il cherchait une chèvre perdue. Arrivé à l'entrée d'une grotte, il y jeta une pierre pour voir si l'animal s'enfuirait. Ce qu'il avait découvert allait devenir la plus importante découverte archéologique du 20e siècle, les plus anciens manuscrits bibliques connus à ce jour, certains remontant à plus de 2000 ans. Entre 1947 et 1956, environ 25 000 fragments, représentant près de 1000 manuscrits distincts, ont été extraits de 11 grottes situées près des ruines de Qumran. Ils contenaient les plus anciens exemplaires connus de la Genèse d'Isaïe et des psaumes, ainsi que des recueils de règles sectaires des hymnes et des visions apocalyptiques. Ces textes couvrent la période allant d'environ 250 avant notre ère à 68 de notre ère, soit la période la plus tumultueuse de l'histoire du judaïsme et des débuts du christianisme. Scellés dans le désert aride de Judée, ces rouleaux avaient survécu au Second Temple à Rome à tous les empires qui s'étaient succédés pendant 2000 ans. Mais lorsque les érudits les ouvrirent enfin, les textes ne livrèrent pas de réponse facile. Ils soulevèrent des questions auxquelles il faudrait 7 décennies avant même de commencer à répondre. D'où venaient-elles? Qui les avait écrites? Pourquoi étaient-elles cachées dans ce coin précis du désert? Pendant la majeure partie de ces 70 années, les érudits pensaient avoir trouvé la réponse. Ils se trompaient. Pendant des décennies, des chercheurs du monde entier ont étudié la théorie selon laquelle chaque fragment de parchemin recelait un détail visible. S'appuyant uniquement sur leur observation, leur formation et leur intuition, ils ont comparé l'écriture trait par trait. Ils ont analysé la couleur, la texture et l'épaisseur du parchemin, espérant identifier un animal d'origine commune. Ils ont recoupé les données avec la langue, la théologie, les systèmes calendaires, la structure littéraire. Bref, tout ce qui pouvait révéler un schéma caché. Ce sont les plus anciens exemplaires de la Bible connus antérieurs à tous ceux à quoi les érudits avaient accès jusqu'alors. La théorie qui s'est imposée attribuait cette origine aux Esséniens, une secte juive décrite par des historiens antiques tels que Flavius Joseph et Pline l'Ancien, comme une communauté monastique recluse dans le désert de Judée, vouée à la pureté, à la copie des Écritures et à l'avènement du jugement divin sur un monde corrompu.
Les ruines de Qumran, situées juste à côté des grottes, ressemblaient trait pour trait au type d'établissement décrit par Joseph des siècles auparavant. L'ensemble semblait s'emboîter à merveille. Les textes sectaires décrivaient une communauté religieuse autonome, dotée de sa propre hiérarchie, de ses propres lois et d'un calendrier solaire en rupture radicale avec le calendrier lunaire observé par les prêtres de Jérusalem, ce qui constituait un défi théologique direct à l'autorité du Temple. Les écrits apocalyptiques exprimaient une hostilité profonde envers cette autorité. Le rouleau de la guerre, décrivant une confrontation cosmique finale entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, ressemblait trait pour trait à ce qu'une secte dissidente pourrait produire pour donner un sens à son exil de la vie juive traditionnelle. La conclusion semblait irréfutable. Les Esséniens vivaient à Qumran, y copiaient leurs écritures, et lorsque Rome écrasa la révolte juive en 68 après Jésus-Christ, ils enterrèrent leur bibliothèque dans les grottes environnantes pour la mettre en sécurité. Pendant des décennies, ce récit fut accepté, enseigné dans les séminaires, présenté dans les expositions muséales, répété dans de nombreux documentaires. Les manuscrits de la mer Morte étaient la collection privée des Esséniens, affaire classée. Plus rien à débattre. Restez attentifs car tout ce que vous venez d'entendre est sur le point de s'effondrer, des failles que personne ne pourra colmater. La théorie essénienne a dominé pendant 70 ans, mais sous cette surface des détails gênants continuaient d'émerger discrètement. Des détails que les outils de l'époque n'étaient tout simplement pas en mesure de résoudre. Les rouleaux présentaient une variation textuelle incroyable, presque déconcertante. Différentes versions des mêmes livres bibliques côtoyaient. Des écritures différentes, des mains différentes, des niveaux de compétences différents. La qualité du parchemin variait allant de peaux préparées avec expertise à des matériaux grossiers, presque amateurs, se trouvant juste à côté dans la même grotte. Lorsque la datation au radiocarbone a finalement été appliquée à un échantillon de fragments au début des années 1990, certains rouleaux se sont avérés antérieurs à la colonie de Qumran elle-même. La chronologie ne correspondait tout simplement pas à la théorie, et personne ne pouvait expliquer l'énigme sous-jacente. Pourquoi une secte isolée et rigide conserverait-elle plusieurs versions contradictoires de ses propres textes sacrés? Pourquoi garder deux éditions totalement différentes du livre de Jérémie, l'une bien plus longue que l'autre avec des passages entiers manquants, et des chapitres réorganisés au sein d'une communauté censée reposer sur une uniformité religieuse inflexible? Certains chercheurs ont avancé des hypothèses alternatives plus marginales. Qumran n'était peut-être pas un monastère du tout, mais un atelier de poterie, une résidence d'hiver ou un avant-poste militaire. Peut-être les grottes servaient-elles de dépôts sacrés où des textes anciens provenant de diverses communautés étaient déposés avec respect pour être mis au rebut plutôt que jetés. Ces hypothèses existaient, mais aucune ne s'appuyait sur les preuves tangibles nécessaires pour remettre en cause un paradigme établi depuis si longtemps. Des générations. Puis un événement inattendu survint. Ni un archéologue, ni un théologien. Un généticien lors d'un déjeuner. Le déjeuner qui changea tout. En 2012, à une table de l'Université de Tel Aviv, le biologiste moléculaire Oded Rechavi s'est assis avec le bibliste Noam Mizrahi. La conversation dévia, comme c'est souvent le cas entre vieux collègues, vers les manuscrits de la mer Morte, vers la difficulté exaspérante de reconstituer des milliers de minuscules fragments épars, et vers les questions que 70 ans de recherche minutieuse n'avaient jamais permis de résoudre. Mizrahi l'exposa clairement 25 000 fragments, sans titre, sans numéro de page. Il n'existait aucun moyen fiable de relier deux morceaux de parchemin hormis la comparaison des écritures et des conjectures éclairées sur l'aspect des peaux anciennes. Des méthodes subjectives, imprécises et susceptibles d'entraîner des erreurs catastrophiques sans que personne ne s'en aperçoive. Rechavi écouta attentivement. Puis il posa une question simple: de quoi sont faits ces rouleaux de parchemin, répondit Mizrahi. De peau animale. Rechavi marqua une longue pause. Le parchemin contient de l'ADN.
Cette simple phrase ouvrait un champ d'investigation entièrement nouveau auquel personne n'avait songé. Rechavi était spécialisé dans l'analyse de l'ADN ancien, une méthode qui avait déjà révolutionné l'étude de la préhistoire humaine permettant de retracer les migrations et l'histoire des populations sur des dizaines de milliers d'années. À ce moment précis à table, il réalisa que personne n'avait jamais appliqué cette même méthode à un manuscrit à l'écriture elle-même. Il s'avère que celui-ci est en cuir de vache. Nous avons donc 2 fragments identifiés comme étant en cuir de vache. Avec Nina Shore, conservatrice des manuscrits de la mère Morte, à l'Autorité des Antiquités d'Israël, Rechavi et Mizrahi ont constitué la petite équipe qui allait passer les années suivantes à poursuivre quelque chose que personne n'avait jamais tenté avant eux. Ce qu'ils découvrirent en chemin allait déstabiliser même ceux qui avaient consacré leur carrière à protéger ces textes fragiles et irremplaçables. Lire la génétique sans contact. Voilà le premier obstacle, et il était de taille. Les manuscrits de la Mère Morte sont sacrés pour de nombreuses religions et par définition totalement irremplaçables. Toute méthode impliquant de les découper, de les percer ou d'en prélever des échantillons physiques a été exclue dès le départ. Les manuscrits devaient rester intacts. Alors comment déchiffrer l'histoire génétique de quelque chose qu'il est absolument interdit de toucher? La réponse était là sous nos yeux depuis toujours, cachée à la vue de tous, à l'intérieur même des boîtes de rangement. Des décennies de manipulations soigneuses y avaient laissé de fines particules de poussière de parchemin. Silence, la poussière s'accumulait au fond des récipients. Elle contenait du collagène, la protéine structurale de la peau animale, et emprisonnée à l'intérieur préservée pendant 2000 ans, se trouvait une matière génétique ancienne. En ramassant la poussière des marges vierges et des bords usés, là où aucune écriture n'avait jamais existé, l'équipe a pu collecter suffisamment de matière sans jamais toucher au texte imprimé lui-même. Les preuves étaient là enfouies dans la poussière depuis tout ce temps, à travers chaque étude et chaque décennie de débats scientifiques. Mais transformer cette poussière en séquences génétiques exploitables fut un travail ardu. Le processus même de fabrication du parchemin, trempage, grattage, étirage, encollage, séchage, endommage l'ADN au niveau moléculaire. Les encres à base de fer utilisées sur de nombreux rouleaux sont chimiquement corrosives. De plus, après 2000 ans passés dans des grottes du désert, ces rouleaux ont été manipulés par des centaines de chercheurs au cours des 70 années suivantes, chacun pouvant potentiellement laisser des traces de contamination moderne. L'équipe travaillait dans des installations dédiées à l'ADN ancien qui ressemblaient davantage à des salles blanches qu'à des archives. Combinaison de protection intégrale, pression d'air positive, stérilisation aux ultraviolets. Ils ont mis en place des protocoles d'authentification rigoureux pour confirmer l'authenticité de leurs résultats et exclure toute contamination moderne. Ils ont recherché des schémas de dégradation moléculaire spécifiques à l'âge de plusieurs siècles, soumis les échantillons à de multiples extractions indépendantes et vérifié chaque résultat entre différents laboratoires. Après des centaines d'échantillons et de nombreux échecs, ils ont finalement réussi à reconstituer des séquences génétiques fiables à partir de dizaines de fragments. Lorsque Rechavi a enfin analysé ces séquences, il a pris son téléphone, la vache qui a mis à mal la théorie. La plupart des fragments correspondaient aux attentes sans incident. Il s'agissait de peaux de mouton matériaux courants dans toute la Judée antique, provenant d'un animal parfaitement capable de survivre dans un environnement désertique aride comme celui de Qumran. Mais quelques fragments se sont révélés être d'une toute autre nature, quelque chose d'impossible du cuir de vache. Noam Mizrahi contempla longuement ce résultat. Il connaissait Qumran intimement, les textes, le terrain, la longue et difficile histoire du site. Et il resta assis en silence avec les données avant d'en parler à qui que ce soit, car le parchemin de vache de Qumran n'était pas une simple anomalie à mentionner et à ignorer. C'était physiquement et géographiquement impossible. Qumran se situe dans le désert de Judée, au bord de la mer Morte,
l'un des environnements les plus arides et les plus hostiles de la planète. Seuls les moutons et les chèvres peuvent y survivre. Elles sont adaptées aux terres arides, aux ressources en eau limitées et à une végétation broussailleuse et dense qui affamerait la plupart des autres animaux d'élevage. Les bovins, eux, ne le peuvent pas. Une seule vache a besoin de plusieurs dizaines de litres d'eau par jour et de vastes pâturages pour survivre et encore plus pour prospérer. Aucune communauté vivant à Qumran n'aurait pu élever du bétail à proximité. Le parchemin de vache n'aurait tout simplement pas pu être produit dans ce désert point final. Ce qui signifie que tout rouleau écrit sur peau de vache provenait d'ailleurs d'un endroit où il y avait de l'eau et de l'herbe. La théorie n'était pas simplement erronée, elle était fausse. Fausse au point qu'une seule vache l'a rendue absolument indéniable. Lorsque ce résultat est arrivé sur le bureau de Pnina Shore, à l'autorité des Antiquités d'Israël, elle a cessé sa lecture et est restée silencieuse, absorbée par la nouvelle. Elle avait consacré toute sa carrière à la conservation de ces fragments. Elle connaissait la poussière de ces boîtes de rangement mieux que la plupart des gens ne connaissent que les pièces de leur propre maison. Elle lut le rapport 2 fois lentement pour être sûre de bien le comprendre. Elle dirait plus tard avoir eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il ne s'agissait pas seulement d'un défi à la théorie essénienne, mais à tout le cadre théorique élaboré par les chercheurs pour comprendre la nature des manuscrits de la mer Morte. De plus, la peau de vache n'était pas dispersée au hasard dans la collection, ce qui aurait déjà été étrange en soi. Elle se regroupait autour de textes spécifiques, de versions spécifiques, de livres spécifiques. Et c'est précisément là que la dimension génétique devient encore plus étrange. Des empreintes digitales à l'intérieur du parchemin. Voici ce que l'équipe pouvait désormais faire qu'aucune autre personne n'avait jamais fait auparavant. En comparant les marqueurs génétiques de différents échantillons de parchemin, ils pouvaient déterminer si des fragments distincts provenaient d'un même animal. 2 morceaux de parchemin provenant d'un même mouton contiennent un ADN mitochondrial presque identique. 2 morceaux de tissu provenant de moutons différents, c'est tout simplement impossible. Pendant 70 ans, l'appariement de ces fragments reposait entièrement sur des conjectures. Désormais, pour la première fois, nous disposons de preuves génétiques irréfutables de véritables empreintes digitales inscrites dans la matière même. Le livre de Jérémie en est l'exemple le plus frappant. 2 versions radicalement différentes subsistent parmi les rouleaux. L'une ressemble à la Bible hébraïque que nous connaissons aujourd'hui plus longue, avec ses chapitres disposés selon l'ordre habituel. L'autre est nettement plus courte et des sections entières y sont omises. Ces chapitres sont agencés dans un ordre complètement différent. Avant 1947, les plus anciens manuscrits hébraïques de l'Ancien Testament accessibles aux chercheurs dataient d'environ l'an 1000 de notre ère. Pendant des décennies, les linguistes ont débattu sans relâche de la signification de ces versions divergentes. Une première ébauche peut-être, une révision théologique ultérieure, ou tout simplement une erreur de transcription. L'ADN a finalement apporté une réponse physique concrète à un débat qui durait depuis des décennies. La version courte de Jérémie a été écrite sur du cuir de vache. La version longue sur du parchemin de mouton, des animaux totalement différents, presque certainement des régions différentes. Il ne s'agissait pas simplement de copies variantes divergeant lentement d'une source originale commune. C'étaient 2 traditions textuelles véritablement distinctes développées indépendamment l'une de l'autre au sein de 2 communautés différentes dans 2 régions différentes de l'ancienne Judée. Relisez bien ce passage car il est important. 2 communautés, 2 Bibles coexistant. L'équipe a appliqué la même analyse au chant du sacrifice du sabbat, un texte liturgique décrivant le culte angélique au sein du temple céleste, dont des copies ont été retrouvées à Qumran et à Masada, la forteresse perchée sur une montagne où les rebelles juifs ont livré leur ultime bataille contre Rome en 73 après Jésus-Christ. L'analyse ADN a révélé que plusieurs fragments de ce même texte de Qumran provenaient d'animaux totalement différents. Ce texte, en fin de compte, était populaire, largement copié et produit indépendamment en de nombreux endroits. Il n'était pas la propriété exclusive et jalousement gardée d'une seule secte isolée.
Puis vint l'analyse de parenté qui ajouta une autre dimension au tableau. En examinant les marqueurs d'ADN nucléaire, les chercheurs pouvaient parfois identifier des parchemins provenant d'animaux étroitement apparentés de frères et sœurs ou de membres d'un même troupeau. Des groupes d'animaux apparentés pointaient vers des centres de production spécifiques, des endroits où plusieurs rouleaux avaient clairement été fabriqués à partir de peaux d'origine locale à peu près au même moment. Et voici le détail qui importait le plus. Certains de ces groupes étroitement apparentés, clairement issus d'un même troupeau, se sont retrouvés mêlés à des fragments sans aucun lien génétique provenant d'animaux et de troupeaux totalement différents. Il ne s'agissait pas d'une collection issue d'un scriptorium central. Elle avait été rassemblée à partir de sources multiples représentant de nombreuses communautés dispersées dans la région sur plusieurs décennies, voire des siècles. La théorie de la bibliothèque ne s'est pas contentée de fléchir sous ce poids. Elle s'est effondrée complètement, un monde aux multiples voies. Voici ce que tout cela signifie réellement. Si les rouleaux provenaient véritablement d'une seule secte isolée vivant à Qumran, leur grande diversité serait totalement incompréhensible. Pourquoi une communauté disciplinée se donnerait-elle la peine de préserver des versions concurrentes de ses propres écritures? Pourquoi conserver des textes représentant des positions théologiques qu'elle a activement rejetées plutôt que de simplement les détruire? Mais si au contraire la collection avait été rassemblée auprès de nombreuses communautés différentes dispersées à travers l'ancienne Judée réunies progressivement dans ces grottes au fil des décennies puis scellées par une crise catastrophique, tout s'éclaire soudainement. La diversité n'est pas une complication qu'il faut justifier. Elle est au contraire l'essence même de la collection. Les preuves génétiques ont confirmé ce que quelques chercheurs soupçonnaient depuis longtemps sans jamais pouvoir le prouver formellement. Ces grottes, celles-là même, que Muhammad ad-Dib a ouvertes avec sa pierre en 1947, servaient de Génisa, un lieu de conservation sacré où des Juifs de diverses communautés apportaient des textes trop sacrés pour être détruits, mais qui n'étaient plus utilisés pour le culte quotidien. La loi juive interdit en effet de se débarrasser de tout document portant le nom divin. Ces textes doivent au contraire être préservés avec respect. Les anciennes communautés de la région disposaient d'espaces dédiés appelés génisos, précisément à cette fin. Imaginez maintenant la géographie environnante. Jérusalem se situe à peine à 32 km de Qumran, un trajet tout à fait faisable selon les normes de l'époque. Lorsque Rome assiégea la ville entre 68 et 70 de notre ère, les Juifs, fuyant la destruction, ont probablement emporté dans le désert les rouleaux sacrés qu'ils purent sauver, les ajoutant à une collection que d'autres communautés y déposaient déjà depuis des générations. Rouleaux familiaux, rouleaux de synagogue, fragments d'un monde entier sauvés, tandis que tout ce qui leur était familier s'effondrait autour d'eux. Ces grottes n'étaient donc pas les archives privées d'un ordre monastique vivant à l'écart du monde. Elles constituaient une bibliothèque sacrée partagée par tout l'ancien Israël. Et les fragments de peau de vache ont apporté des précisions encore plus importantes sur la manière dont cette bibliothèque s'est constituée. Les textes voyageaient physiquement entre des régions éloignées, transportés depuis des terres plus humides et plus fertiles au nord ou à l'ouest, jusqu'au cœur même du désert de Judée. Il ne s'agissait pas d'une communauté fermée et repliée sur elle-même protégeant jalousement sa propre vérité. C'était un réseau vivant et dynamique de communautés juives échangeant textes, idées et pratiques religieuses malgré les distances géographiques. Ce que cela implique pour les origines du christianisme est véritablement significatif. Le monde dans lequel Jésus est né n'était pas un monde d'accords théologiques stables et confortables. C'était un paysage de débats religieux vigoureux et géographiquement dispersés avec de multiples communautés, chacune convaincue de détenir la tradition authentique. Les manuscrits de la Mer Morte ne représentaient pas la position d'une seule faction au sein de ce vaste débat. Ils en saisissaient l'ensemble avec toute sa complexité et ses contradictions. Une Bible encore en cours d'écriture. Pour les exégètes, les implications sont encore plus profondes. Il n'existait pas un texte unique et universellement accepté de Jérémie.
il y avait de multiples versions plus courtes, plus longues et agencées différemment, chacune étant considérée comme la version faisant autorité par la communauté qui la conservait. Le même schéma s'appliquait à la Genèse aux psaumes et aux différents livres prophétiques. La canonisation n'était pas un processus achevé transmis d'en haut. Le débat était toujours d'actualité, toujours contesté, toujours profondément en suspens. Et maintenant, l'ADN venait de le prouver concrètement, et non plus seulement théoriquement. Des communautés distinctes en des lieux différents conservaient indépendamment leur propre version de ce qu'elles appelaient la Bible. La tradition textuelle n'était ni figée ni immuable. Elle était vivante, évolutive, et son apparence variait sensiblement selon la position qu'on adoptait en son sein. Le monde dans lequel Jésus enseignait et dans lequel le mouvement chrétien primitif a pris forme était imprégné précisément de ce genre de diversité des écritures concurrentes, des interprétations concurrentes de la loi des visions concurrentes de ce que Dieu ferait ensuite pour son peuple. Et les preuves de tout cela étaient restées tranquillement sous la poussière sur une étagère pendant tout ce temps, attendant que quelqu'un pose enfin la bonne question. Des questions que personne n'avait pu poser auparavant. La publication en 2020 de cette recherche génétique a ouvert un chapitre entièrement nouveau dans l'étude des manuscrits de la Mère morte, un chapitre qui est encore en train de s'écrire. Ce qu'elle a permis de demander pour la toute première fois pourrait finir par être encore plus important que ce qu'elle a permis de résoudre. Avant le début de ces travaux, il n'existait tout simplement aucun moyen de confirmer scientifiquement si deux fragments appartenaient au même manuscrit, si un texte donné provenait d'un seul lieu ou de plusieurs, ou si des rouleaux distincts partageaient un lien physique réel au-delà d'une vague similitude de sujets. Aujourd'hui, pour la première fois, c'est possible. Les chercheurs peuvent-ils identifier les centres de production précis de chaque texte? Peuvent-ils cartographier l'ensemble du réseau géographique des communautés de scribes juifs qui s'étendaient autrefois sur toute la Judée antique? Peuvent-ils retracer avec des détails physiques précis comment les traditions textuelles se sont déplacées d'un lieu à l'autre sur des décennies, voire des siècles? Les chercheurs s'attellent déjà à répondre à ces questions en étendant l'analyse de l'ADN à un ensemble beaucoup plus vaste de fragments en associant ces données génétiques à l'imagerie multispectrale capable de déchiffrer des inscriptions invisibles à l'œil nu et en constituant des bases de données de référence d'ADN animal ancien provenant de tout le Proche-Orient ancien. L'objectif est d'établir une carte géographique suffisamment précise pour qu'un seul fragment puisse révéler approximativement où dans le monde antique vivait l'animal dont le parchemin est inscrit. Autrement dit, le travail de lecture des manuscrits de la Mère morte n'est pas terminé. À bien des égards, l'histoire ne fait que commencer. Écrit dans la peau, cette percée génétique représente bien plus que la résolution d'un simple problème archéologique. Pendant 70 ans, des chercheurs brillants et dévoués ont examiné ces textes avec tous les outils à leur disposition, déchiffrant les écritures anciennes, lettre par lettre, traduisant des dialectes difficiles et obscurs, et reconstituant minutieusement des pages endommagées par 2000 ans de temps et de dégradation. Ce travail était réel précieux et totalement irremplaçable. Mais certaines questions restaient à jamais hors de portée malgré tous les efforts déployés. L'analyse graphologique est par nature subjective. Comparer des parchemins à l'œil nu est imprécis. La critique textuelle peut déceler des schémas d'écriture, mais elle ne peut pas toujours prouver de manière définitive si ces schémas proviennent d'une seule communauté ou de plusieurs communautés dispersées dans une région. La biologie moléculaire offrait une perspective véritablement différente à laquelle personne n'avait pensé avant cette conversation lors du déjeuner. En lisant les informations génétiques contenues dans le matériau même sur lequel ces textes sacrés étaient écrits, les scientifiques ont enfin répondu à des questions qui semblaient irrémédiablement définitivement sans réponse. Et ce que ces preuves ont finalement révélé s'est avéré plus important que ce que toutes les personnes impliquées avaient initialement espéré découvrir. Les manuscrits de la Mère morte, il s'avère, ne sont pas le manifeste théologique d'une secte radicale se cachant de Rome dans le désert.
Il constitue la littérature sacrée accumulée de l'ancien Israël lui-même, rassemblée fragment par fragment au fil des générations diverses, sujette à controverses profondément et complexement humaines dans ses contradictions. Plusieurs voix, plusieurs communautés, plusieurs versions de la Bible. Chacune emportée dans une grotte du désert de Judée par quelqu'un qui voyait son monde familier s'effondrer autour de lui. Nous ne connaissons tout cela aujourd'hui que parce que les scientifiques ont enfin appris à déchiffrer une histoire qui n'était pas inscrite dans l'encre à la surface, mais dans l'ADN des animaux dont la peau a préservé cette encre pendant 2000 ans de silence, quasi total. En 1947, une pierre de berger a brisé une jarre d'argile et a permis à un monde ancien de s'exprimer à nouveau pour la première fois depuis des siècles. En 2020, un généticien a séquencé de l'ADN, extrait discrètement de la poussière dans une boîte de rangement. Le berger ouvrit la porte. Le scientifique entendit enfin ce qui attendait patiemment derrière. Si une simple conversation à l'heure du déjeuner qui réécrit discrètement l'histoire des Écritures est le genre d'histoire qui vous captive, abonnez-vous dès maintenant et restez à l'écoute car ce n'est que le début.